et je le raconte, c'est vraiment, c'est pas pour l'histoire, c'est vraiment le jour de mes 40 ans. Je m'étais réservé cette journée que pour moi. Et en fait, je me suis réveillée, je suis partie faire mes petites choses et des choses qui me faisaient plaisir parce que je m'étais réservé une journée pour me faire plaisir. Et j'ai eu ce sentiment de dissonance où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et c'était pas clair parce que je comprenais pas, parce que j'avais pas peur d'avoir 40 ans. Je trouvais que c'est pas quelque chose de grave, c'était pas quelque chose qui me traumatisait. Et je me disais, mais pourquoi je sens cette chose de tristesse là qui vient me chercher? Et puis assez rapidement après, parce qu'une fois que j'ai mis le doigt sur cette sensation, j'ai compris qu'en fait, je m'étais perdue, que j'étais encore, je travaillais avec ma famille, donc j'étais redevenue la fille de mes parents, la sœur de ma sœur, la sœur de mon frère, la femme de mon mari, mais que j'étais plus Bénédicte, quoi. Et quand ça monte, c'est violent en fait, hein. Vous écoutez L'ambition au féminin, épisode 74. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous profitez de la vie, que vous êtes grateful pour ce que vous avez créé dans votre vie, que ce soit une entreprise, une famille, une business, peu importe. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on est bien des fois. Alors aujourd'hui, un sujet dont j'avais hyper hâte de parler parce que je trouve que dans les médias, il y a comme une scission entre comment je comprends ce sujet-là par les expériences qui me sont relatées et ce qu'on nous dit dans les médias de masse, ce qu'on nous dit comme le message accepté, et c'est le fameux passage vers la quarantaine. Et moi, personnellement, je suis déjà, je suis à la mi-trentaine, c'est mon âge, j'ai 34 ans, et je réfléchis depuis toujours au temps qui passe, et surtout à cette relation que le temps qu'on entretient avec le temps en tant que femme, et parfois de cette culpabilité ou de cette angoisse qu'on a avec l'idée naturellement de vieillir, de pas avoir fait ce qu'on voulait dans la vie, de pas avoir atteint notre potentiel, de se sentir bloqué. Donc, il y a toujours cette idée du temps de réalisation qui est un peu en background, tout en étant une idée très, organique, très vécu, très holistique aussi du temps, parce qu'en tant que femme et nos temps cycliques, mais on a aussi des temps très spécifiques dans notre vie qui vont marquer des moments. Puis là, je pense naturellement, à ce que la maternité a fait pour moi, mais aussi pour bien des gens, tu sais, en termes de changer notre perception au temps, surtout quand on est avec des enfants ou des choses comme ça. Mais aussi, mon entreprise, étonnamment, a changé ma perception au temps et le temps de, pas juste du faire, mais le temps du devenir et de devenir soi. Et je pense que c'est un peu là-dedans qu'on va plonger dans la conversation avec Bénédicte. Bénédicte, qui est une de mes premières clientes dans Positionnement authentique. Elle a fait la première cohorte du programme et elle est encore ma cliente aujourd'hui et j'ai toujours de magnifiques conversations avec elle. Je trouve que ce qu'elle fait est absolument fantastique. Et quand elle est venue pour travailler son offre dans Positionnement authentique, cette idée du passage vers la quarantaine, j'ai trouvé que c'était tellement, tellement, tellement fort parce que c'est un lieu qu'on n'investit pas nécessairement en tant que femme, il me semble, et qui a besoin d'être encore
plus approfondi, plus discuté et plus vu, parce que moi, ce que je réalise, c'est que les femmes, quand elles arrivent à un certain âge, deviennent tellement plus... Puis là, je vais utiliser le terme « belle », mais pas dans le sens esthétique ou physique, mais vraiment plus complète, plus intègre, mieux dans leur peau, mieux dans leur tête, mieux dans leur vie. Et on célèbre pas assez ça. On focus sur les antirides puis se garder en forme, mais cette transformation au niveau psychologique et vraiment du choix de soi, c'est quelque chose que je voulais discuter notamment avec Bénédicte. Donc, quelques mots sur Bénédicte. Elle est coach de vie et business coach pour les femmes sensibles et audacieuses. Elle a un podcast qui s'appelle « Passage insolite » dans lequel elle explore les différents changements et périodes dans la vie des femmes. Donc, elle parle pas seulement du passage à la quarantaine, mais vraiment des différents passages qu'on vit. Mais ça, c'en était un que je voulais vraiment adresser avec elle. Donc, à travers des entrevues et des réflexions, elle donne des astuces pour mieux comprendre et apprivoiser le changement, qu'il soit petit ou grand. En alliant ses compétences acquises en psychologie et en entrepreneuriat, elle aide les femmes à ancrer leur identité et à avancer avec confiance vers leurs objectifs. Et j'ai envie de vous mentionner que j'avais été invitée sur le podcast de Bénédicte pour parler notamment de ce changement-là qui a été la maternité. Donc, si vous êtes intéressés, je vais vous laisser le lien. Et il y a un autre article que je voulais vous laisser qui était « Les 2 temps d'une femme » que j'avais écrit alors que j'étais enceinte, justement, et qui explique un peu les concepts de Kairos et Chronos, qui sont 2 idées du temps qui sont issus, bon, pas de la mythologie grecque, mais c'est 2 termes grecs qui veulent dire, dans le fond, 2 façons différentes d'apprivoiser le temps. Et je pense que c'est intéressant de lire cet article-là en lumière de l'entrevue qu'on va avoir Bénédicte et moi. Donc, je vous laisse ces 2 liens-là en plus de ceux qui vont être mentionnés dans l'épisode. Et si vous êtes à l'aube de la quarantaine, vous êtes passé à travers ce passage-là, ou si c'est quelque chose qui peut-être, genre, vous génère peut-être des angoisses ou quelque chose comme ça, à l'approche de ce passage, je serais intéressée à vous entendre et à vous lire surtout par rapport à comment vous vous sentez comme ça, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que mère de famille ou peu importe les rôles que vous avez dans votre unité ou dans votre vie. Alors, j'en dis pas plus, je vous laisse avec Bénédicte, une conversation fascinante et hyper intéressante et on se dit à la prochaine! Salut Bénédicte, bienvenue sur l'Ambition au féminin. Je suis contente de t'avoir ici avec moi. Bonjour Tatiana, c'est moi qui suis ravie de t'entendre et d'être avec toi aujourd'hui. Alors, on se connaît depuis un petit bout maintenant. Tu faisais partie du programme Positionnement authentique, mais depuis, je sais pas, genre, j'ai l'impression que je te connais tellement avec tout ce que tu partages dans ton podcast, mais aussi, genre, toutes les activités. Dans le fond, je sais pas. J'ai l'impression que je te connais, genre, vraiment depuis très, très longtemps. Je sais pas pourquoi. Mais c'est amusant parce que moi aussi j'ai cette sensation en fait d'une connexion assez forte entre nous et en tout cas une certaine harmonie dans nos visions, donc ça vient peut-être de là. Ouais, non, c'est ça, tu sais, puis en tout cas, on en reparlera à travers l'épisode, mais je pense qu'on a des visions similaires aussi de comment on approche peut-être un peu la vie, les défis, puis des choses comme ça, mais c'est justement le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et avant qu'on se lance dans la conversation, petite question brise-glace pour toi, et c'est, pour toi, c'est quoi que ça veut dire une femme ambitieuse? Alors, une femme ambitieuse, pour moi, c'est surtout une femme qui sait s'écouter, se comprendre et qui va trouver ensuite en elle les ressources pour aller exactement où elle veut. Et la réussite, donc l'ambition, ça peut être vraiment dans énormément de sphères de sa vie. Donc c'est juste ça, c'est savoir se connecter et se sentir toujours à une étape qui nous permettra d'en atteindre une autre et de continuer et de jamais forcément... Alors, c'est pas se satisfaire, parce que je pense que c'est très important de se satisfaire de ce qu'on fait et de là où on est, mais toujours se dire qu'on peut encore avancer, encore apprendre, encore comprendre et encore faire mieux.
C'est intéressant parce que j'avais la conversation aussi dans un autre épisode avec Julie de Deux Saisons, puis on parlait de ce thème de satisfaction-là qui... Puis pour moi, ça a toujours été comme un peu comme t'expliques dans le développement de soi, puis le développement aussi de l'expérience humaine qu'on va avoir dans un certain sens. Puis je pense qu'on oublie souvent que le succès, c'est avant tout aussi d'être humain et de vivre son humanité. Je sais pas ce que ça te dit. Oui, ça résonne très très fort en moi. Je pense que après, on peut vivre notre humanité en fonction de qui on est et de quelles sont un peu nos envies profondes et ce qui nous motive. Mais quoi qu'il en soit, même ce soit être pour certaines personnes, ça peut être devenir être millionnaire ou avoir une entreprise, être connue publiquement, etc. Pour d'autres, ça va être juste, entre guillemets, construire une vraie vie de famille, se sentir enrichi par ses relations amicales, etc. Mais quoi qu'il en soit, le retour à l'humain, pour moi, est fondamental parce que, de toute façon, c'est bien notre condition et c'est comme ça qu'on est sur cette terre. Et quelque part, la meilleure façon de vivre, c'est d'expérimenter. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, tu es la fondatrice de Passage Insolite, mais tu as passé à travers plusieurs passages justement dans ta vie. Donc, peux-tu nous expliquer peut-être, nous mettre en contexte de comment est-ce que Passage Insolite a vu le jour, comment c'est né dans ton esprit, puis qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça aussi qui fait partie dans le fond de ton histoire? Ça, c'est très important ce que tu dis. C'est, je crois que fondamentalement, Passage Insolite fait partie de mon histoire et de qui je suis, même si je l'avais pas forcément anticipé. Mais j'ai ressenti cette évidence de travailler et d'accompagner les femmes sur le changement en général dans leur vie. Quand moi j'ai vécu et subi certains changements, mais c'est vraiment ça, c'est quelque part un aboutissement de qui je suis profondément, avec toutes mes interrogations, mes doutes, mes questions existentielles sur le pourquoi de la vie et pourquoi ci et pourquoi ça. Donc Passage Insolite, oui, c'est une entreprise que j'ai créée il y a presque 1 an maintenant, mais qui continue à avancer avec moi. C'est la réflexion et la synthèse de plusieurs facettes de ma personnalité. Donc, la facette de l'enfant curieuse, je dirais, puis de la jeune adulte qui a étudié la psychologie parce que je suis passionnée par l'humain avec un grand H, et puis l'adulte qui s'est construit dans l'entrepreneuriat à travers l'entreprise familiale que mon père avait et dans laquelle j'ai travaillé pendant 17 ans avec ma famille. Et en fait, tous ces morceaux de moi, la curiosité, la psychologie et l'entrepreneuriat, plus les étapes de ma vie personnelle qui m'ont fait connaître certains changements et même bouleversements, ont abouti à ça, Passage Insolite. C'est comment on fait pour avancer dans sa vie, comment on peut transfigurer certaines difficultés en changements positifs, etc. Puis à quel moment tu t'es dit, OK, il faut que j'y aille avec cette idée que j'ai? Est-ce que tu es quelqu'un qui est quand même assez impulsif dans ces idées qu'elle suit, ou comment tu décides que tu vas, par exemple, te lancer dans l'étude de la psycho ou justement, lancer une entreprise from scratch? Alors, je crois que je suis à la fois impulsive et en même temps, souvent, en fait, quand je sens que c'est le moment d'y aller et que j'ai ce sentiment d'impulsivité, c'est qu'il y a des choses qui se sont construites en amont dont j'avais pas forcément conscience. Donc la psychologie, par exemple, c'est pas venu immédiatement. Quand j'étais plus jeune, je réfléchissais et au départ, j'étais plutôt partie sur le droit dans l'idée de devenir avocat pour les familles. Il y avait quelque chose qui tournait autour quand même de la famille. Et puis en fait, je me suis rendu compte que avocat, c'est quand même travailler énormément dans le conflit, entre guillemets, même si des fois on essaye de les résoudre, mais c'est quand même beaucoup conflit, défense, attaque, etc. Et je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas. Et en terminale, avec les cours de philosophie, on a abordé les sciences humaines. Et là, ça a été un peu une révélation et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est là où je veux aller.
Donc là, c'est devenu une évidence et clairement, il y avait peut-être plus trop de doutes, même s'il y en a toujours un peu. Mais ça, c'est devenu une évidence. Ça n'a pas forcément été simple parce que j'étais une bonne élève déjà dans un lycée scientifique où j'étais dans une classe littéraire. Donc en plus, aller vers de la psychologie, pour certains profs, c'était un peu un gros point d'interrogation. Ils me voyaient plutôt en maths sup ou dans des prépas un peu comme ça. Mais bon, ça, j'ai suivi mon intuition et j'y suis allée. Donc par rapport à ça, il y a eu cette impulsivité au moment où j'ai eu l'évidence et où j'ai eu cette révélation. Je me suis dit j'y vais et là, en fait, je regarde plus en arrière et j'avance focus. Et j'ai retrouvé un peu ce sentiment dans la création de Passages Insolites. Donc quand je me suis retrouvée il y a à peu près 1 an, après qu'on ait vendu l'entreprise avec ma famille, je me suis dit j'avais pas trop anticipé parce que je m'étais dit peut-être je pourrais rester, etc. Puis en fait, assez rapidement, il s'est avéré que j'aurais pas pu rester. Donc, je me suis retrouvée un peu à me dire, jour A, jour B, maintenant, j'ai plus de travail, qu'est-ce que je fais ? Et bon, j'avais vécu ces changements à titre perso qui m'avaient beaucoup chamboulée, qui m'avaient fait beaucoup réfléchir sur moi-même. Et j'avais, comme je te disais tout à l'heure, cette volonté de retourner vers la psychologie, mais en même temps, pas en tant que psychologue, pas avec un cabinet, parce que le côté management et le côté entrepreneuriat m'avait beaucoup plu en fait, et j'avais besoin d'un peu plus de passage à l'action que la psychologie qui est parfois un peu plus lente dans son timing. Donc l'idée, voilà, ça s'est un peu construit autour de tout ça, c'est-à-dire comment allier la psychologie, l'entrepreneuriat, etc. Et faire peut-être mentir un peu les gens qui disent que les psychologues peuvent pas être entrepreneurs. Oui, puis je trouve ça intéressant aussi de penser à la réflexion et la réflexion, le moment de la décision et le moment de l'action qui sont, quand on vit une période de transition, une période de changement ou un chamboulement dans notre vie, c'est 3 grands moments qui sont pas toujours très confortables. Puis tu parlais de épreuves aussi dans ta vie personnelle. Est-ce que puis toi, t'es mère aussi, on l'a pas dit, oui. mais il y a tout ça parce que, dans un sens, la raison pourquoi je te parle de tout ça, c'est que beaucoup, ces temps-ci, je réfléchis à mon identité de femme, puis vu que, tu étais beaucoup dans la psychologie, puis j'ai l'impression que la psychologie, c'est pas l'impression, c'est pas mal au sujet de la construction des identités. J'ai comme cette envie de parler avec toi des différentes identités que tu as peut-être traversées dans ta vie et comment tu les ressens aujourd'hui, peut-être. C'est une très bonne question, c'est très intéressant parce que ça, c'est aussi des questions que je me pose en permanence. Et j'ai dans la phase de changement donc qu'on évoquait, c'est essentiellement en fait une séparation, un divorce du père de mes enfants, avec qui je suis restée presque 17 ans ou 18 ans. Donc c'était un vrai choc quelque part. C'était pas l'idée que je m'étais faite de ma vie, donc il y avait de la déception, il y avait un sentiment d'échec aussi. Et je suis venue réinterroger en fait effectivement ces identités que j'avais, et c'est vrai que cette séparation et tout ce qui a changé aussi ensuite ont réinterrogé la petite fille que j'étais, par exemple, la petite fille curieuse que j'ai évoquée tout à l'heure, mais la petite fille aussi qui était très angoissée avec ces questions existentielles, parce que ces questions-là, en fait, elles me suivent depuis toujours. Je suis un peu née avec. Et pourquoi je suis là ? Je me souviens très bien quand j'étais enfant, je disais à ma mère quand on se disputait, mais moi j'ai pas demandé à être là. Alors maintenant, en gros, je suis reproché des choses, mais dans l'idée de me dire c'est quoi le but de la vie et pourquoi si on meurt, qu'est-ce qu'on vient faire et c'est quoi le sens ? Il y avait déjà cette interrogation profonde de me dire qu'il fallait du sens en fait et comprendre. Donc ça, entre la curiosité et la compréhension, ça ne m'a pas laissé. C'est quelque chose qui reste toujours présent et je suis restée dans cette phase, tu sais, du pourquoi de l'enfant. Peut-être ta petite est à cet âge-là ou pas encore complètement, mais non, mais c'est les phases où ils ne s'arrêtent pas de te demander et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Et moi, en fait, j'ai l'impression d'être restée dans cette phase du et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi. Donc, il y a déjà eu cette phase de l'enfance.
L'adolescence qui a été très très compliquée pour moi, c'est une phase que je n'ai pas aimée du tout. Cet inconfort profond de changer dans ton corps, de changer dans ta tête, de parfois me sentir plus mûre que mon âge, mais d'être coincée dans ce corps et dans cette posture un peu d'enfant ou de jeune adolescent. Donc ça a été aussi un moment compliqué. Et puis la jeune adulte qui est partie étudier et là qui s'est vraiment... Je me suis révélée en fait, tu vois, en fait, en partant de chez moi, j'ai laissé un peu mon identité de fille pour devenir une femme en fait. Et je crois qu'il y avait vraiment cette nécessité de séparation et de vivre ailleurs pour pouvoir atteindre en fait cette femme et qui se détachait de la fille de, donc la fille de ma mère, la fille de mon père, la sœur, etc. C'est comme si j'avais vraiment besoin de couper. Ça, je crois que ça, c'était vraiment important. Je l'ai ressenti encore après, notamment au moment de mon divorce. Je sais que je me suis éloignée de ma famille, ce qui peut sembler un peu étrange. Mais c'est pareil, j'avais besoin de me retrouver dans mon individualité et la proximité que je pouvais avoir avec ma famille, me repositionner en tant que fille, en tant que sœur, en tant que... voilà, et pas en tant qu'adulte. Et ça, c'était compliqué pour moi. Donc il y a eu donc la jeune femme qui s'est vraiment épanouie dans ce que j'étais. Et là, j'ai eu l'impression de découvrir qui j'étais, c'est-à-dire de relier un peu les parts de mon enfance et les parts de ce que je sentais un peu bloqué tant que j'étais avec ma famille. Et puis après, j'ai grandi. Je me suis mariée assez jeune puisque j'avais 25 ans, donc pour moi c'est assez jeune. Et je me suis à nouveau un peu oubliée dans mon couple. Je l'ai pas fait tout de suite, mais je sens qu'en fait, c'est comme si le couple m'avait aspirée et que à nouveau, j'avais perdu cette singularité et l'individualité que j'avais trouvée quand j'étais célibataire, étudiante et seule dans une ville, dans une nouvelle ville. Et je crois que c'est ça en fait qui m'a un peu explosé à la figure au moment de mon divorce. Et je le raconte, c'est vraiment, c'est pas pour l'histoire, c'est vraiment le jour de mes 40 ans. Je m'étais réservé cette journée que pour moi. Et en fait, je me suis réveillée, je suis partie faire mes petites choses et des choses qui me faisaient plaisir parce que je m'étais réservé une journée pour me faire plaisir. Et j'ai eu ce sentiment de dissonance où je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui va pas. Et c'était pas clair parce que je comprenais pas, parce que j'avais pas peur d'avoir 40 ans. Je trouvais que c'est pas quelque chose de grave, c'était pas quelque chose qui me traumatisait. Et je me disais, mais pourquoi je sens cette chose de tristesse là qui vient me chercher? Et puis assez rapidement après, parce qu'une fois que j'ai mis le doigt sur cette sensation, j'ai compris qu'en fait je m'étais perdue, que j'étais encore, je travaillais avec ma famille, donc j'étais redevenue la fille de mes parents, la sœur de ma sœur, la sœur de mon frère, la femme de mon mari, mais que j'étais plus Bénédicte, quoi. Et quand ça monte, c'est violent en fait. Ouais, puis j'aimerais ça que tu nous en parles peut-être un peu comme après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, ça a été... Est-ce que tu t'es replié vers toi-même? Est-ce que tu as dû en parler? Est-ce que là, c'est à ce moment-là que là, tu as dû prendre action parce que tu avais eu cette réalisation? Comment la transformation s'est vécue? Comme tu disais, il y a eu un gros sentiment d'inconfort. Et là, vraiment, en fait, l'inconfort est devenu de plus en plus grand. C'est-à-dire que, pour le coup, je me sentais plus à ma place nulle part. Donc, je me sentais plus à ma place dans mon couple. Je me sentais plus à ma place dans mon travail avec ma famille. Parce qu'en fait, je commençais à réaliser que je passais mon temps à faire des concessions sur plein de choses pour qu'un équilibre perdure dans ma vie de couple, dans ma vie familiale, dans ma vie au travail. Et au final, je ne faisais que des concessions en permanence. Peut-être que l'extérieur n'avait pas ce sentiment-là parce que j'ai quand même un caractère assez fort et des fois quand j'ai une idée, je la donne et j'y vais. Mais au final, c'était sur des petites choses que j'allais m'affirmer et sur le fondamental, je me laissais de côté.
Et c'est ça qui est vraiment venu me chercher dans cette phase de mes 40 ans. Et finalement, en assez peu de temps, parce que j'ai eu 40 ans fin mars, et ma séparation, elle s'est actée fin juillet, donc il s'est pas passé tant de temps que ça. Mais moi, je la relie vraiment à ça, à cette incapacité que j'ai eue pendant peut-être, 10 ans, 8 ans, je sais pas comment le dire, mais d'être qui j'étais fondamentalement. Parce que j'avais peur qu'on n'aime pas la personne qui j'étais. Parce que c'était plus simple, entre guillemets, de pas me laisser moi-même me confronter aux autres et à la peur de décevoir. Je crois qu'il y a eu énormément de ça, en fait. La peur de décevoir le regard de l'autre. Et ça c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé, qui est pas encore complètement résolu. C'est vrai que ça reste quelque chose de fragile chez moi. Et ça, par contre, je pense que c'est vraiment un point qui est commun à toutes mes identités. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, malgré tout, cette peur du regard de l'autre. Enfant, adolescente, jeune adulte, jeune mariée, jeune travailleuse, puis maman, etc. J'ai toujours été, peut-être parce que justement j'aime comprendre comment les autres fonctionnent, et je pensais que demander systématiquement l'avis des autres me permettrait de m'améliorer. Sauf que y a autant d'avis que de personnes, donc à un moment en fait tu te perds dans les avis des autres. Oui, puis je pense que ça revient à ce qu'on disait au début aussi de vivre notre humanité, mais aussi de vivre comme les expériences. Puis souvent, on va se tourner, comme tu dis, vers les autres pour être guidé à travers des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues. Fait que tu sais, c'est la tare d'être quand même assez ouvert et perceptif aussi, tu sais. C'est que tu es aussi ouvert et perceptif à ce qui vient, mais parfois pas assez à ce qui est déjà là. C'est un peu ça, et je le relis maintenant, ce que je n'arrivais pas forcément à faire, et je le relis à ce côté hypersensible que j'ai, en fait. C'est-à-dire que quelque part, j'ai peut-être aussi une faculté à sentir les réactions des gens autour de moi, ou ce que j'imagine peut-être être leur avis, mais la plupart du temps, je pense que j'ai quand même une bonne intuition, et je sais lire, en fait, chez les gens ce qu'ils vont penser et sentir. Et c'est une force immense, mais c'est aussi quelque part un piège énorme, parce que pour plein de gens qui vont pas forcément avoir ce côté sensible ou peut-être méga empathique peut-être, ils passent à côté de certaines réactions, et du coup ils les analysent pas. Et moi je les analyse, je les analyse toujours, mais j'y fais plus attention, mais en permanence. Et à chaque fois, je leur laissais cette capacité de m'impacter. Et à chaque fois, ça me remettait en question. Sauf que se remettre en question, c'est primordial dans la vie. Mais tu peux pas faire ça à chaque minute, quoi. C'est pas possible. Non, c'est ça. Puis, là, tu t'as dit que c'est arrivé le jour de tes 40 ans parce qu'il y avait eu comme quelque chose de circonstanciel, t'avais pris ce temps-là. Mais pour toi, la quarantaine, est-ce que, d'un point de vue, je sais pas, maturité ou des expériences passées, est-ce que t'aurais pu avoir ce déclic-là, mettons, je sais pas moi, beaucoup plus tôt dans ton mariage ou dans ta vie, ou est-ce que tu penses qu'il y avait quelque chose dans les circonstances de OK, je suis rendue là dans ma vie, je suis rendue là dans mes expériences et dans ma maturité qui fait que tu as pu avoir non seulement cette ouverture-là, mais aussi la force de prendre action? Je pense honnêtement, c'est jamais très simple de savoir ce qui est structurel et ce qui est conjoncturel, etc. Mais je pense vraiment que cette histoire de quarantaine et 40 ans quelque part, c'est une crise de milieu de vie, on va appeler ça, c'est milieu de vie, donc c'est aussi une phase où quelque part tu es plus enclin à faire un bilan et à te dire j'ai fait presque la moitié, il me reste la moitié, comment je vais avancer. Donc je pense quand même fondamentalement que le fait que j'arrive à cette phase-là de ma vie a eu un effet catalyseur. C'est-à-dire que je pense très probablement, à 30 ans, certaines personnes peuvent se faire ces réflexions-là et peut-être avancer plus vite. Mais je crois que c'est venu vraiment mettre en lumière, en fait, ce mal-être que je traînais depuis un moment. Parce que pour autant, tu vois, j'ai quand même passé beaucoup de temps à réfléchir sur qui j'étais. J'ai fait pas mal de thérapie, j'ai fait une analyse, donc j'ai presque en continu travaillé sur moi-même. Mais pourtant, ça, je suis passée à côté. Et je pense vraiment que la quarantaine m'a permis de le mettre en lumière. Et que j'étais certainement pas prête à le faire avant. Non, c'est intéressant. C'est super intéressant. Ça me fait beaucoup réfléchir
moi, je suis dans la mi-trentaine, fait que tu sais, je suis pas si loin que ça de cet âge non plus, mais je réfléchis quand même. Moi, ça a été la maternité qui m'a beaucoup chamboulée. Oui. Puis là, ma fille a 2 ans, fait que ça fait un bout quand même là que j'ai eu le temps de m'habituer, entre guillemets, mais on dirait que c'est comme la préparation de ce que tu es en train de raconter. C'est possible. Et puis, je vais te dire aussi ce qui est pas neutre non plus. Et ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi avec quelqu'un que j'ai aussi interviewé sur mon podcast, qui est coach parental pour adolescents. Et en fait, on se disait que notre crise de la quarantaine, elle arrive presque souvent quand nos enfants deviennent adolescents. Mm-hmm. Et donc, il y a cet écho, en fait. Tu vois tes enfants grandir, même s'ils sont pas exactement adolescents, tu les vois grandir, tu les vois évoluer, tu te revois dans des étapes au même âge. Alors toi, elle est encore un peu petite, peut-être que tu peux pas te revoir à 2 ans, mais dans 3-4 ans, ça va réactiver des souvenirs de ton enfance, ou ça va venir réinterroger des moments de ton enfance. Et moi, je pense que voir mes enfants arriver à l'adolescence, parce qu'ils avaient 11 et 8-9 ans, donc quand je me suis séparée, je pense que c'est aussi venu appuyer sur ces phases, et cette phase de l'adolescente qui avait été aussi compliquée pour moi, et de voir mes enfants arriver dans cette phase, je pense que ça a aussi réactivé cette crise de l'adolescence que j'avais pas vraiment faite. Et c'est venu appuyer sur le fait que, oui, moi aussi, il y avait des choses que je devais travailler et que j'étais arrivée peut-être à une certaine étape de ma vie et qu'il fallait que j'enclenche la prochaine. Mais effectivement, je pense... Ouais, intéressant de faire le parallèle avec l'entrepreneuriat aussi, tu sais, parce que de la même façon, les phases qu'on traverse en tant qu'entrepreneur, quand on devient solopreneur, on rentre dans la petite entreprise, après ça on croit, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités avec ce qu'on vit, surtout que maintenant des entreprises sont beaucoup liées à nous, à notre identité, à qui on veut être dans le monde, surtout quand on est des entrepreneurs de services naturellement, mais on dirait que, tu sais, justement, tous ces miroirs finissent par te re-questionner sur ces périodes de ta vie-là, sur ces changements-là ils ont peut-être pas été... Puis est-ce que tu dirais que c'est des changements qui n'ont pas été intégrés, qui n'ont pas été vécus, ou tu le vois plus comme des leçons, ou tu sais, pour toi, c'est juste vraiment le processus normal de maturation? Je sais pas si c'est le processus normal de maturation, parce que je sais pas s'il y a des processus normaux de maturation finalement. Il y a des choses qui sont communes à chacun, mais je pense qu'on a aussi une façon singulière de les aborder. Par contre, ce que tu dis par rapport à l'entrepreneuriat, moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui m'est apparu il y a pas très longtemps. C'est que, tu vois, finalement, j'ai très peu questionné quand j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise familiale. Je me rends compte que j'ai pas du tout questionné le fait de retourner en salariat ou de faire autre chose, etc. En fait, quelque part, il y avait cette évidence que j'allais faire des choses par moi-même et que j'allais entreprendre. Et ce qui est drôle, c'est que je me rends compte en ce moment, c'est que entreprendre et devenir chef d'entreprise aujourd'hui toute seule, sans ma famille avec moi, c'est devenir adulte, c'est vraiment devenir adulte et participer à ma construction de vie adulte. Et pour le coup, j'ai l'impression de trouver mon identité professionnelle seulement aujourd'hui à 40 ans, alors que j'ai fait déjà plein de choses, mais j'ai l'impression de la révéler en tout cas. Donc c'est clair que le côté entrepreneur, effectivement, il vient de chercher aussi sur tes identités et sur tes failles, mais aussi sur tes forces. Ouais, parce que tu dépends plus des autres pour te définir. C'est ça. Et moi, je pense que le fait d'être retournée travailler dans l'entreprise familiale à 25 ans m'a réinfantilisée sur certaines choses de moi, en fait, et m'a empêchée de devenir l'adulte complet ou accompli, plutôt, tu vois. Absolument. Puis vice-versa, je l'ai pas encore continué, je l'ai comme interrompu. Je lisais un livre, c'est sur l'entrepreneuriat au Barbade, là, bref, c'est comme sur les femmes entrepreneurs. Puis le fait que souvent, le succès ou l'entrepreneuriat ou cette autonomisation, je dirais, financière, vient aussi avec des transformations au niveau, justement, de la structure familiale, au niveau de, tu sais, une augmentation de divorce, une augmentation genre de comme
Puis ça a l'air négatif comment je le dis, mais c'est aussi une réflexion sur notre position de se sentir dépendant aussi, j'ai l'impression. Ouais. Puis comme tu dis, infantiliser, peut-être que ce soit au niveau de l'argent qu'on peut ramener à la maison, au niveau qu'on se sent qu'on doit être dans un couple pour réussir, ou peu importe les constructions qu'on a faites autour de ça. Ouais, c'est complètement ça. Et en fait, je me rends compte que en restant, et je pense que c'est aussi pour ça qu'au moment de ma séparation, et du coup à peu près quelques temps après, au moment de me lancer dans mon propre business et dans mon propre projet, j'ai eu besoin de m'éloigner de ma famille. Et en parallèle, je réalise que j'aurais eu du mal en fait à faire ce process si j'avais encore été mariée à mon ex-mari. C'est peut-être lié à nos caractères, etc. Mais en tout cas, je crois que j'avais fondamentalement besoin de cette individuation et de me sentir être moi-même et d'éprouver ce que c'était que d'être seule face à soi-même pour le faire, en fait. Non, c'est super. Ouais. Vas-y. Et en même temps, tu sais, ça me faisait penser aussi ce que tu disais par rapport à la maternité. Et je pense également que cette phase où t'as des enfants qui sont petits, je pense qu'il va jusqu'à 7-8 ans, parce qu'à partir de 7-8 ans, ils commencent à gagner quand même en autonomie, même si ça se fait pas d'un coup et qu'ils gagnent très progressivement en autonomie. Je pense aussi que ça m'a renvoyé à cette idée que ils sont pas encore partis, mais je pense qu'ils vont quitter le nid, et que à un moment je me suis dit mais c'est quoi moi mon épanouissement à moi, parce que là je les aurais élevés, j'aurais travaillé avec ma famille, j'aurais été la femme d'eux dans ça, et moi c'est quoi ma place, quoi. Et je pense que à 40 ans, c'est ça l'urgence quelque part que j'ai pu ressentir, c'est de me dire ok, t'as élevé tes enfants, dans 7, 8, 10 ans, ils vont partir de la maison, t'as été là pour ton mari, t'as été là pour ta famille, mais toi, quand est-ce que tu es là pour toi? Et c'est ça qui a un peu tout déclenché. Puis je vois souvent des messages hyper inspirants puis là, c'est sûr, avec Instagram, puis tout ce qui est le culte de la beauté dans lequel on a grandi, nous aussi, tu sais, puis le culte des images photoshopées, puis de la jeunesse comme étant genre la séduction comme étant le but ultime aussi de notre rôle de femme. Je sais pas, tu me diras comment tu l'as vécu, mais qu'il y a un moment donné où on sort de ce focus-là. Puis je pensais à ça aussi par rapport à même ma trentaine, puis le fait que je sois devenue mère, tu sais, comment ma vingtaine était focusée sur me trouver un chum, dater, genre, tu sais, comme avoir toutes ces expériences sociales-là. Puis que là, maintenant, depuis comme 5 ans à peu près, ça a été beaucoup focusé sur l'argent, sur genre le capital familial, puis des choses comme ça, mais que je me dis, tu sais, je pense que la prochaine étape, c'est justement le retour à soi, tu sais, puis je vois beaucoup de femmes qui semblent montrer ce message-là qui dit « Je me sentais comme ça pendant ma vingtaine, pendant toute ma trentaine, puis à 40 ans, on dirait que genre il y a comme un poids qui s'est enlevé de mes épaules. » Oui. Mais je pense aussi que effectivement, nous, en tout cas, même si on a un peu quelques années de différence, on a quand même grandi dans ce monde, comme tu le disais, de hyper esthétique, de la séduction. Et alors ça, on va encore plus vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais avec cette espèce de pression constante du beau, du bien, etc., où il n'y a pas de place pour le doute, où il n'y a pas de place pour des sentiments plus compliqués, quoi. En fait, il faut que les choses aillent vite et qu'elles soient belles et qu'elles soient efficaces, quoi. Et ce qui est parfois très bien, mais c'est pas que ça, l'expérience humaine, et c'est aussi plein d'autres choses, et la diversité et tout un tas de choses. Et je pense qu'effectivement, la vingtaine, on peut avoir un côté centré sur nous, mais on n'a pas encore tous les repères, on n'a pas encore toute la base pour savoir où est-ce qu'on va et qui on est, etc. Donc, il y a plus de légèreté parce qu'on le fait avec cette espèce d'insouciance que t'as quand t'es dans la vingtaine.
La trentaine, souvent, ça rime avec la parentalité pour beaucoup. Et là, du coup, en fait, tu rebouges ton focus, c'est-à-dire que ton focus, il est un peu moins sur toi, mais il est sur cette famille que tu crées, sur ces enfants que tu as fait naître. Et du coup, ben, tu te décales encore un peu de toi-même. Donc, tu as perdu l'insouciance un peu, parce que le fait d'avoir des enfants te renvoie quand même à plein de choses de la vie. Donc, tu as perdu de l'insouciance, mais en même temps, tu te focalises pas sur toi, parce que tu es focalisé un peu plus sur tes enfants que sur toi-même. Et les enfants grandissant, l'insouciance étant un peu partie, à la quarantaine, effectivement, tu te dis ouais, ok, bon bah ça j'ai fait, ça j'ai plus trop l'insouciance de ça, donc je peux plus me cacher derrière ça. Et du coup, il reste quoi ? Bah il reste toi et ce que tu as envie de faire dans ce monde. Donc à un moment, tu choisis soit de rester dans la contrainte de te dire bah de toute façon le regard des autres est important, donc je vais me contraindre à être cette personne-là qui correspond plus à une image que à qui tu es. Ou alors tu te dis ben tant pis pour l'image, tant pis pour les codes. Moi, ce qui compte, c'est que je sois moi-même, parce que ma vie, personne d'autre que moi ne la vivra. Donc, à un moment, à qui je donne raison ? À moi et à ce que je ressens, ou au code qu'on essaye de me vendre ? Ouais, puis exactement. Puis c'est vraiment drôle, pas dans le sens drôle, mais dans le sens curieux. Mais on le comprend tous pourquoi. Là, je vais l'utiliser le mot, le patriarcat nous enlève les yeux de cette belle période de la vie des femmes, tu sais. On dirait que la femme dans la quarantaine est plus invisible alors qu'elle est... Tu sais, elle est plus invisible des médias, on s'entend. Elle est plus invisible de comme les images qui sont véhiculées, alors qu'elle est tellement plus présente en soi, tu sais. Puis que, je sais pas. Oui, je trouve ça très, très intéressant, cette façon de voir les choses. Et en fait, en même temps, tu vois, le fait que justement à la quarantaine, on ait cette capacité, nous les femmes, d'avoir vraiment pris la conscience, donc d'avoir enlevé un peu d'insouciance et en même temps d'avoir après arrêté, enfin pas arrêté, mais d'avoir un peu moins de place pour ses enfants et donc d'avoir plus de place. Quelque part, c'est comme s'il y avait un danger dans cette société patriarcale d'avoir trop de poids et de laisser trop de poids aux femmes. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que je pense qu'on a compris énormément de choses. Je dis pas que les hommes ne comprennent pas, mais ils se posent pas toutes ces questions de savoir où est leur place la plupart du temps. Quand ils veulent quelque chose, ils y vont, etc. Alors, peut-être les choses sont en train de bouger en ce moment. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ils ont moins d'interrogations sur leur place, leur rôle, etc. Ils se posent la question 2 secondes et ils y vont. Nous, on se la pose très longtemps avant de se décider à y aller. Et quelque part, le fait qu'on mette sous silence les femmes à la quarantaine ou qu'on les mette en tout cas en invisibilité, comme tu dis, notamment dans les films, sur les réseaux sociaux, enfin, faut qu'on, les femmes qui sont publiques à 40 ans, généralement, elles en paraissent 28, quoi, tu vois. Donc c'est quand même quelque chose. C'est comme s'il y avait une crainte de dire, ben, la femme, ok, elle est un peu moins belle, donc elle est un peu moins intéressante, mais c'est pas qu'elle est moins intéressante, c'est que justement, elle pourrait avoir des choses très intéressantes et importantes à dire, et il vaut mieux pas lui laisser trop la parole. Donc on va se cacher derrière le fait qu'elle serait un peu moins visible pour la faire taire, quoi. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Ouais, puis tu sais, tout le culte des crèmes de jeunesse puis tout ça, là, tu sais, moi, je pense que c'est cool de, genre, prendre soin de soi, mais à un moment donné, c'est genre... Mais... Puis c'est tellement... Mais là, on parle d'un autre sujet, mais tu sais, c'est tellement hypocrite, là, genre... Tout le discours autour de « Tu es belle au cœur de toi-même ». Il y avait comme quelque chose, un meme qui disait « Page 1 du magazine, ça te dit « Accepte-toi toi-même ». Page 2, ça te donne une diète pour perdre du poids avant l'été. Puis page 3, ça te dit « Voici une recette de gâteau ». Ouais, mais tu vois, il y a un côté très drôle et moi, il y a un côté que je trouve extrêmement triste et presque pathétique dans tout ça, parce que c'est effectivement une vraie réalité. Cette question de beauté qui est presque partout, quoi. Il faut que ce soit esthétique, il faut que ce soit harmonieux, il faut que ce soit beau, mais dans un certain code, je trouve que c'est un poids, mais qui est tellement énorme pour tout le monde, quoi. Et avec notamment le fait que, tu sais, je sais pas, c'est quelque chose aussi qui me trotte dans la tête depuis un moment, cette impossibilité d'être belle, intelligente, etc. Parce que tu peux pas tout avoir dans la vie, c'est pas possible malgré tout. Donc, et on a tellement fait de place à la beauté que quelque part, on rend l'intelligence comme une qualité secondaire de la femme, en fait.
Ouais, puis encore une fois, la beauté est tellement relative, tu sais, c'est cliché à dire, mais à un moment donné, c'est genre, tu sais, la beauté selon qui et selon quoi, là, tu sais. Bah, selon la voix du plus fort pour le moment, quoi. C'est justement ça le problème, je pense. Parce que même si on dit, oui, la beauté est multiple, etc., malgré tout, je trouve que c'est très, très intéressant ce qui se passe avec le body positive, mais dans la diversité, c'est comme si on l'opposait à la beauté, quoi. Et moi, ça me gêne. Ça me pose problème. Ouais, puis on ne discute pas assez du concept de désir, et ça fait le lien avec tout ce que tu as dit jusqu'à présent par rapport au regard de l'autre aussi, parce que on est, je pense, comme femme, élevée dans la conscience du désir des autres et très peu dans la conscience du désir de soi, tu sais, de notre propre désir. Et c'est là la grosse recherche. Puis moi, même pour moi, en tant que dans ma maternité, ça m'a vraiment ouvert la réflexion autour c'est quoi vraiment, maintenant que j'ai enfanté, maintenant que j'ai comme ce rôle dans la société qu'on m'a, tu sais, genre j'ai coché la case, c'était quoi vraiment mon désir? Puis des fois, on se pose la question après les choses qu'on fait parce que c'est ça, on n'apprend pas à se poser ces questions-là. Puis j'ai l'impression que peut-être aussi, que ce soit via l'entrepreneuriat ou même ce passage-là, qui est la quarantaine, ben là, la question devient plus pressante. Ouais. Mais ouais. Si, ça devient plus pressant parce que je pense qu'à un moment, justement, à force d'avoir un peu biaisé ou de se rendre compte au fur et à mesure que finalement, on n'a pas été exactement là où on voulait nous, mais on s'est fait manipuler, enfin, on s'est laissé manipuler peut-être, ou on a accepté de ne pas voir qu'en fait, on ne suivait pas nos propres désirs, mais les désirs plus globaux de la société ou de notre famille ou de notre conjoint, etc. Parce que peut-être c'était plus facile, parce que le désir et la féminité sont quand même souvent liés à la culpabilité, ne serait-ce que par notre héritage judéo-chrétien, etc. Donc tu vois, il y a ce côté-là aussi, que c'est piégeux pour une femme, en fait, d'accepter ses désirs. Parce que très vite, tu te soumets à la critique. Et à la critique, tu te soumets à la critique, à la violence, à la peur, tu sais, comme il y a beaucoup de danger pour une femme d'assumer son désir. Mais bon, ça c'est une autre conversation qu'on aura à un autre moment. Bénédicte, c'était absolument fascinant et plaisant comme discussion. On a parlé de beaucoup de choses, je pense. On est rentré en profondeur dans beaucoup de choses. Mais ça me donne espoir pour ce qui s'en vient, tu sais, pour moi, mais aussi pour, tu sais, la façon dont on élève aussi nos enfants, dont on élève nos filles, puis comment on va leur montrer. Nos fils, tu sais, parce que moi, je fais aussi attention à ça, à la façon, j'ai un garçon, une fille, et j'y fais attention parce que je me rends compte à quel point parfois on peut être tenté de demander plusieurs choses à sa fille et pas à son fils, ou demander d'autres types de choses à son fils, alors que finalement, ça n'a finalement pas de sens. Non, ça, c'est tout un enjeu. Moi, j'en ai juste une pour le moment. Je vais pouvoir rester cohérente avec elle jusqu'à présent. Mais dis-nous, comment on peut suivre ce que tu fais, en savoir plus sur Passage Insolite, sur les services que tu offres du coaching, des choses comme ça. Peux-tu nous dire où on peut te suivre? Oui. Alors déjà, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Passage Insolite. Je vais jamais y arriver aujourd'hui avec mon Passage Insolite, où je décortique le mindset du changement au féminin. Je suis présente sur Instagram également, et je suis en train, donc je pense que ça va bientôt arriver, je sors mon site internet dans les semaines à venir, avec effectivement mes offres de coaching qui vont être orientées sur du coaching individuel et du coaching de groupe. J'aime beaucoup l'idée du groupe. Autour des thématiques du changement.
autour des thématiques du changement, et quel qu'il soit, parce que en fait j'aime considérer la personne dans sa globalité, et pour moi le changement pro vient souvent révéler des choses de qui on est et de notre identité, et les changements personnels aussi, et peuvent aussi avoir évidemment derrière des conséquences sur notre vie professionnelle. Moi j'aime bien considérer la vie dans sa globalité, et pas faire passer les choses dans les cases du pro, du perso, etc. Voilà. Super. Bon, ben merci beaucoup, Bénédicte, pour ton temps. Puis, je vais mettre les liens dans les notes de l'épisode et on se reparle très bientôt. Ah oui, j'espère que ce n'est qu'un début de conversation, parce que j'ai eu énormément de plaisir aussi. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!